différents. Si on prend des codes à 2 niveaux, donc on a le NRZ, biphasé linéaire. Si on a 3 niveaux, vous avez le bipolaire, bipolaire haute densité, etc. Il y en a d'autres, hein, je cite des exemples simplement. Et parmi les multi-niveaux, le plus utilisé, c'est le 2B. Donc, de façon générale, donc ici, vous voyez que si vous voulez caractériser donc, votre source, on avait dit qu'il faut calculer le débit, donc on ne revient pas là-dessus, et la rapidité de modulation. Donc, bon, ce sont les deux caractéristiques de votre flux de données. Alors, maintenant, si on veut ici, bon, si on veut revenir un petit peu. Ça, c'est déjà fait. Hein. Je suis juste en train de, en attendant que tout le monde rentre, je suis en train de rappeler un petit peu tout ce qui a été déjà dit. Alors, donc, vous voyez le principe, ce principe-là que nous avons déjà donné pendant le cours, mais que nous avons donné la dernière fois. On a dit donc, nous ici, dans le cours, on l'a appelé DK, ici on l'appelle alpha K. Donc, si on a un élément binaire qui s'appelle alpha K qui a été mis à l'instant KTB, donc on va lui faire correspondre un signal SI à cet instant-là. Et la durée de ce signal, ce sera exactement la durée de l'élément binaire. Donc, vous voyez que en fait, ce SI qu'on va créer va dépendre évidemment du alpha K que l'on va envoyer. Donc, vous voyez qu'en dehors évidemment de l'existence de alpha K, le signal est nul. Donc, ici, et on a évidemment le signal qui prend de valeur. Donc, par exemple, vous voyez qu'ici, on dit que dans ce cas-là, si je prends donc le dk ou bien alpha k que vous avez ici égal à 0, donc on va décider de émettre le signal S0 témoin KTB. Et si alpha k égale à 1, on émettra donc S1 de témoin KTB. Généralement, donc ici, vous voyez quand on écrit SI, les S0, S1, donc on écrit SI, SI, on le met toujours sous la forme AI, HDT. Évidemment, I prend la valeur 0 et 1. Donc, ça veut dire que finalement, si on met AI, ce AI-là, c'est ce qu'on appelle donc un symbole binaire et il prend ses valeurs donc ici dans l'espace A0, A1. Donc, la convention pour donner le A0, A1, on dira donc AK égale A0 si alpha K, c'est-à-dire DK égale à 0, et AK égale à 1 si alpha K égale à 1. Donc, en fait, si on veut donc schématiser ce problème, donc si je prends par exemple ici, voilà. Donc, si je prends la valeur, alors, donc il faut prendre, oui. Alors, donc ici, je veux quand même vous montrer le dessin ici. Alors, donc ici, j'essaie de... Voilà. Donc, parce que je voudrais enlever ça, mais je ne veux pas. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer ici. Vous voyez? Donc, je reviens un petit peu en arrière. Donc, vous voyez,
le h de t, si je prends la fonction de mise en forme sous cette forme-là, hein, donc vous voyez que l'amplitude est égale à 1, donc donc ça c'est un exemple. Donc si je veux créer mon signal S1 de t, ça va être A1 fois h de t. Si je mets A1, donc ici c'est la valeur que prend mon symbole ici. Donc vous voyez A1. Et pour S0, donc c'est A0. Donc vous voyez que à partir de A de t, la forme du signal et les symboles, donc je peux créer des signaux S1, S0, etc. Donc de manière générale, souvenez-vous, donc on avait dit qu'on peut écrire que E de t est égal à sigma de A, donc ici AK, H de t moins kt. Donc ça c'est la forme générale du signal donc, que l'on va transmettre, du signal émis. Donc si on regarde bien cette forme-là, donc vous voyez que l'ensemble des K ou des alpha K, donc, le code en ligne va associer E de t qui est égal donc, ici à sigma de SI t moins KTB. Et si je remplace SI par sa valeur, donc je vais trouver le résultat qu'on a l'habitude d'utiliser, donc que vous connaissez. Donc ici, je suis toujours dans le cas du binaire. Maintenant, si je veux aller dans le cas de MR, donc il faut généraliser un petit peu ce problème-là. Donc, alors, comment on va dire? On va dire, bon, lorsque la suite de la suite des 1 et 0 qui arrive, donc maintenant, on ne va plus séquencer bit par bit, mais on va séquencer mot par mot. Donc, vous voyez ici, et chaque mot, il aura donc n bits en fait, donc symbole binaire. Donc on dit donc, on va obtenir n uplé, donc ça veut dire un nombre de mots ayant une longueur de n bits chacun. Donc à ce moment-là, on va faire le même travail, mais cette fois-ci, les SI qu'on va obtenir, la durée des SI, ce sera la durée du nombre de bits. Si vous avez n bits, donc vous aurez t égale npb. Donc on va choisir évidemment parmi les m égale 2 puissance n signaux en fonction donc, des mots que vous avez découpés. Donc en quelque sorte, donc ici, vous voyez les symboles, donc MR, vont prendre leur valeur cette fois-ci. Ce n'est plus A0, A1, mais A0, A1 jusqu'à AN-1, puisqu'il y a n valeurs. Donc, par exemple, vous voyez, ces valeurs, ça peut être plus ou moins 1, plus ou moins 3, jusqu'à plus ou moins 20, etc. Donc, ça, si vous voulez, c'est un rappel, nous l'avons déjà travaillé la dernière fois, on peut juste rappeler ces résultats ici. Donc, vous voyez que finalement, lorsque vous êtes en MR, ce qui est intéressant, c'est que vous allez réduire R, c'est-à-dire que la réduction de R se fait en fonction de la valeur de N, puisque vous voyez que c'est D divisé par le degré de N. Donc, vous allez obtenir un signal un peu plus long que lorsque vous êtes avec le débit de N. Maintenant, pour caractériser tout ça, il est intéressant de calculer les caractéristiques spectraux de votre, évidemment, signal à transmettre. Donc, c'est ce qu'on appelle la densité spectrale de puissance d'un code en ligne. Alors, donc, généralement, donc, on avait vu dans le cours que, donc, lorsqu'on a donc, notre nos bits qui arrivent, hein, nos éléments bits qui arrivent. Donc, nous allons faire la première étape est un transcodage et la deuxième étape est une mise en forme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la sortie du codeur en ligne, on va obtenir le résultat du filtrage de A de T par un filtre RI de T. Donc, ici, vous voyez que vous allez obtenir le résultat E de T est égal à A de T convolué avec H de T. Donc, vous voyez que ça, nous sommes dans le domaine temporel, hein, ici, et comme on sait que lorsqu'on va passer dans le domaine fréquentiel, alors dans ce cas-là, l'étoile que vous avez ici qui correspond à la convolution va devenir tout simplement une multiplication. Donc ici, vous voyez que si je reviens ici, maintenant le E de t,
c'est dans le domaine temporel, et sa densité spectrale, on devient dans le domaine fréquentiel, ça va être la densité spectrale de A de T, qui est gamma A de T de F, fois, évidemment ici, comme c'est une puissance, on a étudié ici que H de T, c'est la transformée de Fourier qui est égale à grand H de F multiplié donc, au K. Donc, on a bien donc ici gamma A de F qui est la densité spectrale des symboles et H de F qui est la transformée de Fourier de votre filtre. Donc, on utilise souvent donc, la relation qui nous donne donc, cette densité, celle-ci, on la développe. Donc, vous voyez que généralement, donc, si on regarde les AK et qu'on trouve ils sont corrélés en général, ce qui nous permet donc d'écrire cette forme que vous avez ici, concernant donc ici gamma A de F, c'est-à-dire uniquement la densité spectrale des symboles. Donc maintenant, vous voyez que dans cette formule, vous faites intervenir plusieurs éléments. Donc parmi les éléments, donc, vous avez un sur T qui est le rythme de transmission des symboles, ce qu'on appelle R, et MA, sigma A et gamma A, ce sont des éléments donc, qui caractérisent votre signal, qui m'a MA. Dans le cas simple, ça devient une moyenne, mais de façon générale, c'est l'espérance mathématique des éléments AN. Sigma, c'est la variance normalement, donc vous voyez, c'est l'espérance mathématique du carré de la différence entre l'élément et sa moyenne. Et enfin, vous avez ici prime de 1, qui est l'espérance mathématique du produit décalé de K des éléments de votre suite, divisé par la covariance qui est sigma A2. Donc, si on remarque bien notre formule ici, vous voyez, si on revient à la formule de base, donc ici, pour obtenir le gamma E de F, il faut multiplier gamma A de F par H de F au K. Donc, vous voyez ici, donc nous avons fait cette multiplication-là, qui est gamma de F, et on va prouver qu'on a deux éléments. Un élément qui va dépendre de delta de F, K sur qui est le Dirac, donc ça veut dire que nous avons des raies situées à K sur T, donc 1 sur T, 2 sur T, on a des raies qui sont situées, donc ça c'est ce qu'on appelle, c'est des éléments discrets, ici c'est discret. Et là, vous avez par contre ici, vous avez un cosinus, donc les éléments qui sont ici, c'est des éléments continus. Donc ici, par rapport à cosinus, donc vous avez des éléments continus. Donc en multipliant tout ça par h de f au carré, vous allez donc obtenir quelque chose qui va être, si vous voulez, multiple de série qui est ici, qui restera donc un élément discret, et une autre partie qui va être ici un élément continu. Donc ici, c'est le continu. Donc on va appeler donc ici gamma E, qui est égal à l'élément continu, c'est ici, plus l'élément discret que vous avez ici. Donc si vous regardez cet ensemble-là, donc vous pouvez chercher gamma E de C de F qui est égal à ce que vous voyez ici. Là. Donc, il suffit de remplacer, hein, c'est des opérations très simplistes. Et donc, gamma E de F, donc vous voyez que pour obtenir votre gamma E qui est ici, donc vous êtes obligé de calculer gamma C et gamma D. Donc, ça c'est la technique qui utilise un petit peu les caractéristiques de votre, enfin de vos symboles, parce qu'on dit que les symboles, c'est la même chose au plan statistique, c'est la même chose que les bits, donc c'est des éléments aléatoires. Donc, il faut savoir calculer leur espérance, leur covariance, etc. Donc, si les symboles sont indépendants, à ce moment-là, ça c'est des propriétés. Si les symboles sont indépendants, alors la fonction d'auto-opération qui est ici, qui est donnée par gamma prime A de K, et à ce moment-là, cette fonction, elle est nulle. À ce moment-là, ce terme sera nul. Et donc, la formule que nous avons vue tout à l'heure va se simplifier. Et sinon, vous utilisez la formule globale. Alors maintenant, j'ai rappelé un petit peu rapidement ce que nous avons déjà étudié. Nous allons maintenant commencer à faire notre exercice numéro 1
qui est un signal numérique de forme créneau, de période t. Il est envoyé sur une voie de transmission. On vous demande de faire la décomposition en série de Fourier. La voie ayant une bande passante à longue de fréquence 4 sur T à 8 sur T, quel est le signal reçu en bout de ligne en négligeant le bruit, l'amortissement et le déphasage. Alors, est-ce que vous avez déjà fait cet exercice? Celui-là, je l'ai déjà donné, ça fait longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait? Allô? Vous êtes avec moi? On est avec vous. C'est sigma de Cn exponentielle, mais bon, ici, on peut développer l'exponentielle, on dit c'est cosinus plus sinus. Donc ici, avec oméga 0 qui est égal à... Est-ce que tout le monde voit ce que je suis en train de partager avec vous? Oui, monsieur. Donc, vous voyez que si vous regardez votre signal, pour ceux qui veulent le suivre, donc vous voyez que la partie qui est au-dessus, donc la partie qui est au-dessus de votre, donc la partie qui est au-dessus de votre T, c'est-à-dire la partie ici, vous voyez. Oh, attendez. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ça, bien que normalement vous connaissez tout ça déjà. Mais bon. Alors, vous avez... Je n'arrive pas à... Mhm. Voilà, donc ici, si vous suivez donc ce- mon pointeur, donc vous voyez que la partie qui est ici, qui est t sur 4, et la partie qui est là, c'est moins t sur 4. Donc vous voyez que nous avons dit que ici, c'est moins t sur 2, et là, c'est plus t sur 2. Donc ça veut dire que votre x de t est défini de t de moins t sur 2 à t sur 2, sur l'axe évidemment dt. Alors qu'est-ce que vous observez? Vous observez que de 0 à t sur 4, ou bien de 0 à moins t sur 4, la valeur de a ici, vous voyez que la valeur de a, c'est la même. Donc a ne change pas. Donc si vous prenez la partie symétrique du temps, la valeur de votre amplitude, dans ce cas-là, on dit que x de t, dans ce cas-là, x de t, il est pair. T est pair. Donc, le signal est pair. Donc, vous voyez ici, le signal est pair. Donc, est pair, cela veut dire que le sinus qui est ici n'existe pas.
Donc, ça veut dire qu'il est nul. Et donc, vous pouvez simplifier x de f, c'est A0 sur 2, sigma cosinus n oméga 0t. Tout le monde a compris ça? Allô? Compris. Oui, monsieur. Et il faut que vous manifester un peu, hein, sinon c'est pas un TD, c'est tout le monde dort et personne participation. Pas ou là, كهنا ولا ما كوش هنا وتبعوا ما تبعوش. Non, il faut vous manifester. إذا فهمت ما فهمتش نعاود نكسبليكي sinon ça ne marche pas. إلا قاعد هكذا كنت تبدا تشوف l'écran normal. Monsieur Terrail, vous êtes là? Allô? Je suis présent. Oui, Vous monsieur, êtes bonjour. présent, monsieur Terrail? Est-ce que Oui, monsieur. vous êtes en train de suivre là? Oui, monsieur, effectivement. Vous avez compris le développement que je suis en train de comprendre. Oui, monsieur. Donc, vous voyez que nous avons simplifié le signal pour qu'on puisse plus à l'aise. Donc, maintenant, ça veut dire, donc, vous voyez votre signal. Donc, maintenant, il faut calculer. Et alors, je vous ai dit AN, c'est 2 sur T. Donc, ici, il faut calculer l'intégrale moins T sur 4 à T sur 4 de x de T cosinus n oméga T. Alors, si tout le monde a suivi ici, donc vous voyez le calcul, donc il vous donne, donc ici, vous allez, ça c'est, donc on avait dit x de f, donc si vous voyez bien ici, on avait dit que x de f égale A0 sur 2 plus sigma de AN cosinus. Maintenant, il faut calculer AN. Par définition, on sait que AN, c'est 2 sur T intégrale de moins T sur 4 T sur 4, X de F, c'est-à-dire notre signal qui est ici, X de F, cosinus N oméga T dt. Alors, donc, vous voyez bien que X de F, pardon, X de T, ici, dans cet intervalle, X de T est égal à 1. Enfin, égal à A, pardon. A. Je l'ai tracé ici à côté, est égal à A. Donc, vous voyez, x de t entre moins t sur 4 et p plus t sur 4 est égal à A. Donc, dans cette formule ici, je vais remplacer x de t par sa valeur qui est égale à A. Et je vais intégrer cosinus. Tout le monde connaît l'intégrale de cosinus, c'est bien un sinus qu'on va prendre entre moins t sur 4 et t sur 4. Donc, le résultat ici, vous voyez, c'est 2A NP sinus. Vous voyez ça? Sinus N. Alors, donc, vous arrivez au résultat suivant. Donc, vous voyez que donc, le A0, il est calculé par sa formule qui est ici. Et on trouve donc A sur 2. Le AN est calculé par sa formule ici. On trouve 2A sur NP sinus NP sur 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, si on regarde bien ce qu'on est en train de dire, donc là, le AN va se décomposer en paires et impaires, et on va trouver que les impairs ici ont cette formule que vous avez là, et les paires, ils sont nuls. Les A de K, ils sont nuls. Donc, il nous reste uniquement la partie impaire qui est égale à K plus 1. D'où donc, si je remplace ces valeurs dans x de t, pardon, x de f, je vais trouver a sur 2, au lieu de a0 sur 2, donc a sur 2, c'est a, faites attention, a, c'est la valeur de votre signal dans l'intervalle que vous étudiez. Ici, donc, vous voyez que je remplace à 2K par sa valeur, 2K plus 1 par sa valeur, et je remets le cosinus. Ne pas oublier que maintenant, le n qui est ici, c'est 2K plus 1. Donc ici, on va mettre cosinus de 2K plus 1, oméga 0. Donc, si vous faites ce travail-là, donc finalement,
vous allez donc trouver ici votre relation qui est sous cette forme-là. Donc, ça nous donne, en fait, en décomposant, vous voyez que je vais obtenir uniquement deux termes, qui est le terme 5 oméga 0 et le terme 7 oméga 0. Pardon, monsieur. Oui. J'ai pas bien compris la dernière partie. Est-ce que vous pouvez répéter? La deuxième question. Alors, donc ici, vous avez donc le signal reçu en bout de ligne, ce sera le signal que vous avez écrit ici. Donc, vous voyez, c'est A sur 2, plus 2A sur pi cosinus, plus 2A sur 3pi cosinus, etc. Or, ce qui va vous intéresser, c'est que on vous dit l'intervalle, c'est entre K sur T et 8 sur T. Donc, si vous regardez ce qui se passe entre 4K sur T et 8 sur T, il ne vous restera que 5 oméga 0 et 7 oméga 0. Donc, ça veut dire, si vous regardez, vous voyez le principe qu'on a ici. Si vous regardez, par exemple, le oméga 0, il est là. Donc, vous voyez que oméga 0, il est ici. 3 oméga 0, il est là. 5 oméga 0, 7 oméga 0, 9 oméga 0. Or, vous voyez ici le noir qui est ici. Donc, on avait dit que ce qui va nous intéresser, c'est 4 sur T. 4 sur T, donc ça vous donne ce point qui est ici. Et il s'arrête à 8 sur T, qui est ce point qui est là. Donc, finalement, il ne vous reste que 5 oméga 0 et 7. Les autres, ils sont à l'extérieur de votre... puisque là, il faut regarder le texte, hein, mais ici en haut, on vous dit, peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi, la voix ayant une bande passante allant de la fréquence 4 sur T, 4 sur T, à 8 sur T. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, nous n'aurons que 5 oméga 0 et 7 oméga 0. Le reste, il est à l'extérieur, il ne va pas passer. Vous avez compris maintenant? Allô? Oui, merci. Oui, c'est bon, j'ai compris, merci. Allez, maintenant, on va ici, donc, on va regarder un petit peu. Donc, ici, l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2, donc, j'ai écrit dessus, mais vous avez votre texte, donc vous pouvez lire. Alors, l'exercice numéro 2 indique un code en ligne est défini par les deux signes élémentaires suivants. Donc, vous les avez ici, M0T pour 0 et M1 pour 1. On vous dit, on suppose l'émission, donc ici, équiprobable. Le signal fourni par l'émetteur est noté S de T. Calculez la valeur moyenne de S de T, la puissance moyenne de S de T. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons revenir à ce que nous avons dit un peu plus haut. Tout à l'heure, nous avons parlé de la valeur moyenne de S de T et de la puissance moyenne de S de T. Alors, donc ici, donc vous voyez que si je mets la valeur moyenne de S de T, ça va être égal à la probabilité, puisque c'est un demi, donc c'est 0,5, fois la moyenne de M0 de T, plus 0,5 fois la moyenne de M1 de T. Donc, ça nous donne ici 2A sur 6 pour le premier terme et A sur 6 pour le deuxième. Donc, au total, la moyenne de T est égale grand A sur 2. Maintenant, j'applique la formule pour S2. Donc, vous voyez, la moyenne de S2, c'est 0,5 toujours, mais cette fois-ci, c'est M0 au carré. Donc, je refais le même calcul. Je vais avoir 2, donc ici 2A2 sur 6, plus A2 sur 6, ça me donne donc A2 sur 8. Alors maintenant, si je dois calculer la transformée de Fourier
de petit m0 et la transformée de Fourier de M1 de f. Donc, je vais utiliser la formule. Donc, ici, vous voyez, c'est entre 0 et t 2t sur 3 pour le premier, et le deuxième, c'est t sur 3. Donc, vous allez obtenir, en faisant ce calcul, vous allez obtenir les résultats que j'ai donnés ici. Donc, alors, comme on est ici, vous voyez, j'ai rappelé que nous sommes donc dans une transmission binaire. Donc, pour calculer la densité spectrale, donc on utilise la formule qu'on avait vue tout à fait au début, qu'on appelle la formule de Bennett. Donc, c'est-à-dire que gamma de notre signal est égal à gamma de la partie continue plus gamma de la partie discrète. Donc, vous voyez, on remplace là-dedans. Donc, voilà, je vous envoie, vous avez devant vous, donc la solution de ceci. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter en ce qui concerne la DSP, la densité spectrale? Donc, la densité spectrale, nous l'avons déjà expliqué tout à l'heure. Je reviens si vous voulez là-dessus, mais bon, alors, donc ici. Voilà. Donc, la densité spectrale, on avait dit, c'est la densité de quoi? On avait dit, c'est la densité d'un signal qui est obtenu par convolution. Et donc, si je regarde, là, je passe du domaine temporel au domaine fréquentiel, la convolution qui est ici va devenir un produit qui est là. Et h de t, comme c'est un signal qui est, si vous voulez, c'est une forme bien définie, ce n'est pas comme A qui est aléatoire. Donc ici, sa fonction, elle est bien définie, c'est h de f, comme c'est une puissance, donc c'est h de f au carré. Et l'autre, c'est une certaine gamma qui s'appelle gamma A de f. Donc, cette gamma A de f, qui est donc la densité spectrale d'un signal aléatoire, et lorsque les éléments AK ne sont pas corrélés, pardon, sont corrélés, les éléments sont corrélés, Bennett nous dit que gamma A de f est donné par cette formule que vous avez ici devant vous. Et sur cette formule, on voit qu'il y a deux parties. La partie qui est ici, qui est en cosinus, qui est la partie continue, et la partie ici qui est en fonction des impulsions de Dirac, qui est une, donc ici, qui est partie discrète. Donc, si on prend gamma f et on le multiplie par h de f au carré, donc vous aurez h de f de ce côté, h de f de ce côté au carré, et vous aurez toujours une partie discrète, une partie continue. Donc, les éléments ici, donc gamma de f, donc va s'écrire comme la somme d'une partie continue plus une partie discrète. Donc, la partie continue, elle est donnée par cette forme que vous avez ici. Donc, en multipliant simplement les éléments de gamma A par HF au carré. Et la partie discrète, c'est la même chose. Vous avez donc la partie qui est composée par la fonction de Dirac ici, qui est multipliée par H au carré, évidemment, A, 1 de T, 2 de T, 3 de T, etc. Allez, vous refaites à chaque valeur de T. Donc, voilà comment on doit calculer la densité spectrale. Maintenant, application que nous avons ici, que nous avons essayé de faire. Donc, vous voyez, dans cet exercice numéro 2, on a donné un petit peu les éléments et on a dit, calculons la moyenne, calculons. Pourquoi? Parce que vous avez vu que tout à l'heure, on avait besoin de la moyenne, on avait besoin de la puissance moyenne. Et donc ici, donc la DSP, donc ça va se calculer comme ceci. Donc, donc ici, dans la pratique, donc vous voyez comment vous allez calculer. Donc ici, vous voyez, on revient à la question que nous avons posée tout à l'heure. Maintenant, évidemment, il faut calculer la partie continue et la partie discrète. Donc la partie continue, elle est donnée par la forme que vous avez ici. Donc vous voyez, gamma C est donnée par P0, P1, c'est la probabilité d'apparition du 0, celle d'apparition de 1. 1 sur TS, M0 de F. M0 de F, c'est la transformée de Fourier de petit M0 que vous avez ici.
vous avez les M0 que vous avez là et qui sont donnés dans l'exercice. Moins M1 de F et tout ceci, vous voyez, le M0 moins le M1, tout ceci, on va le rapprocher et vous le mettez au carré. Ça, c'est la partie continue du spectre. Donc, pour faire la DSP, il faut calculer donc la formule de Bennett. Hein, celle-là, vous avez tous compris, celle que j'ai donnée dans les généralités. Donc, dans cet exercice, on vous a facilité un petit peu puisque vous avez déjà commencé à calculer la transformée de Fourier pour petit m0 et pour petit m1. Donc, vous avez trouvé les résultats qui sont là. Alors, la formule de Bennett, elle dit que la densité spectrale de notre signal est scindée en deux parties, une partie qui est continue et une partie qui est discontinue. La partie continue, on avait dit qu'elle est placée, elle est donc calculée grâce à cette formule que vous avez ici, c'est-à-dire P0, P1, soit les probabilités 0 et de 1 sur TS, qui est le nom. Et donc, vous faites ici la différence des transformés de Fourier des M0 et M1 et vous élevez au carré. Donc, vous avez ici la partie continue qui est là. Donc, qu'est-ce qui reste ici donc? Donc, il faut calculer M0F et M1 de F. Donc, ils sont déjà calculés ici. Il faut donc les remplacer par leurs formules qui sont en face ici. Donc, si on remplace ici, donc vous voyez M0 moins M1, donc vous retombez sur cette forme que vous avez ici. Et si ces deux exponentielles, si vous les développez, ça vous donne donc ici le sinus que vous avez ici. Ça vous donne sinus de πf, ps sur 3, πf, ps sur 3, et c'est le sinus cardinal au carré. Donc, vous voyez, donc, la partie continue, donc ici, c'est 1 sur 4 ts, donc, et ça vous donne, c'est pas la peine que je recommence tout ça, ça vous donne ce terme qui est ici, A2ts sur 36, sinus cardinal de πf, ps sur 3. C'est bon, mademoiselle, vous avez compris là? Oui, merci. C'est des calculs. C'est uniquement, il faut calculer. Alors, si vous voulez, vous revenez ici, vous voyez là où il y a ma souris, vous voyez, le MI de F, c'est l'intégrale de MI de T exponentielle. C'est ce que nous avons fait au début. Même formule qui est la transformée de Fourier. Monsieur, s'il vous Maintenant, plaît. nous allons passer à l'exercice suivant. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, j'ai une Oui, question. je vous écoute. Allez-y, monsieur. Comment est-ce qu'on peut Oui. représenter graphiquement un signal qui contient des valeurs continues ou des valeurs discontinues, discrètes, genre? Est-ce qu'il sera un Bien sûr. signal continu ou bien un Par signal exemple, discret vous ou les voyez, deux? dans ce cas. Non, c'est C'est chacun. la DSP, Ouais, je ouais, sais que c'est la DSP, mais le graphe de la DSP, quand ça vous serait quoi? calculez. Attendez voir. Alors, on va couper. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait ici. Je n'arrive pas à vous. Alors, quand vous allez, si vous votre chef, il faut votre propre chef. Donc ici, mhm. Je n'arrive pas à vous faire un dessin avec le stylo ici. Alors, bon, je n'arrive pas à faire le dessin, mais je peux vous l'expliquer comme ça. Donc, vous voyez que si vous regardez donc, la partie continue ici, qu'est-ce qu'on avait dit?
regardez la partie continue là. Vous voyez? La partie continue, c'est quoi? C'est un sinus cardinal. Donc, ça veut dire que c'est un grand lobe avec des lobes secondaires de part et d'autre de ce sinus. Mais où est-ce qu'ils sont ici? Vous avez, ça va entre TS sur 3 et moins TS sur 3. Donc, vous avez moins TS sur 3, vous avez le grand lobe, et après, vous avez des lobes secondaires. Maintenant, vous prenez cette forme-là et vous lui ajoutez le signal ici, qui est ici. Et le signal qui est ici, c'est quoi? C'est que c'est un signal qui va, c'est une raie qui a l'amplitude, ici, attention, l'amplitude c'est 9 à 2 sur 8P, une raie positive, hein, pas de la raie négative, et elle est située à 1 sur TS. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez à 1 sur TS et vous avez votre pic. Donc vous aurez la partie continue toute seule et les pics qui vont venir à chaque 1 sur TS, vous aurez votre pic qui va monter. Vous avez compris ça là? Oui, monsieur, c'est très clair, merci. Donc, à peu près, c'est une somme des deux, voilà. C'est une somme des deux, bien sûr. C'est marqué, c'est la somme des deux. Donc, vous avez une sinusoïde cardinale qui va donc de moins l'infini à plus l'infini avec ses lobes secondaires, etc., et son lobe principal. Et à chaque 1 sur TS, vous avez une raie qui monte. D'accord, monsieur, d'accord, merci. Allez, maintenant, on va attaquer l'exercice numéro 3, qui est ici. Donc, dans cet exercice, on considère un signal numérique dans l'émission des 0 et des 1 qui est équivalent. On utilise 4 niveaux pour poser des mots de 2 bits. Donc, ici, vous avez, par exemple, vous avez un 1, c'est 3A, un 0, c'est A, etc. Donc, vous avez votre texte devant vous. Donc, vous lisez. Et on vous dit, donc, la première question, quelle est la valeur de la durée d'un symbole TS? يلا هذه ما فيها حتى تخميم نورمالمون واحد اللي شويه الاخر il y a un instant vient de dire des mots de n bits etc. Donc on a rappelé tout ça. Donc ici alors on vous dit quelle est la valeur de la durée d'un symbole TS. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La fréquence FH égale 1 MHz. FH c'est quoi? C'est la fréquence horloge. Donc, si l'horloge elle a une fréquence de 1 MHz, quelle est la période horloge, TH? Alors, tout le monde vous souhaitez pourquoi? Vous ne voulez pas parler avec moi? Vous êtes fâché avec moi? C'est 1 microseconde, monsieur, normalement. On va dire que TH est égal à 1 exactement, sur F. Donc c'est 1 sur 10 puissance 6, donc c'est 1 microseconde. C'est 0,00501. Donc si donc on a trouvé la fréquence de l'horloge, la période de l'horloge, la durée d'un top horloge. Maintenant, c'est 1 sur FH. Quelle est la durée d'un bit? Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On avait dit que les bits sont cadencés par l'horloge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vous ai dit, ça veut dire à chaque top d'horloge, qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura une émission d'un 1 ou d'un 0 à chaque top d'horloge. Il y aura donc une émission soit d'un 1, soit d'un 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la durée de notre bit, c'est la durée. TB, c'est la durée. Ouais, ما كنتش تبعوا كاع فهمت انا كيفاش ندير معاكم ذاك سي با نورمال هاكا راقدين ولا مانيش عارف واحد واش يدير سي با نورمال هذه سي كيلكو شوز دو تريفيال
Donc ici, vous voyez, bon, moi je fais mon TD, et vous vous débrouillez. Donc ici, vous avez donc TS. Alors, on vous dit quelle est la valeur de la durée de TS. Donc ici, évidemment, le TS égale à, puisque vous avez 2 bits pour chaque un TS, il a 2 TB, donc TS égale 2 TB. Donc si vous avez calculé le TB qui est égal à TH ici, donc c'est 2 fois cette valeur-là. La même chose, qu'est-ce que c'est que la rapidité de modulation? R, c'est 1 sur TS. Donc connaissant TS, donc vous pouvez le calculer, c'est trivial. Donc ici, alors donc vous voyez, alors je vous donne donc vous voyez que TS égale 2 TB, donc égale 2 microsecondes, et R, donc c'est 1 demi, 1 sur 2 micros, donc 1 sur 2 micros, ça vous fait 5 kilobits. Donc le signal, comme donc, la deuxième question, le signal il est là. Voilà ce que vous allez trouver. Donc, si vous devez le tracer, vous devez donc tracer 0,1. Donc, vous voyez où est-ce qu'il est. Il est à moins A. Vous tracez 1,1, il est à A. Vous tracez 0,0, il est à moins 3A, puisqu'il est donné dans le tableau en haut. Il suffit de lire le tableau. Donc, vous voyez que ici, les AK appartiennent donc aux valeurs moins 3, moins 1, 1 et 3, donc je prends ces valeurs ici. Alors, si vous calculez la moyenne de S de T, ici la moyenne de S de T, c'est l'espérance mathématique de AK qui est égale à 0, donc ici S de T égale à 0. Alors, le signal S de T, alors donc le signal S de T au carré, donc vous le calculez par l'espérance que vous avez ici. Et donc, ça vous donne cette valeur qui est là. Donc, maintenant, si je veux calculer h de f, donc vous voyez que h de f, c'est l'intégrale de 0 donc à ts de a exponentielle. Donc, Pardon, monsieur. J'ai pas bien compris la question D. La question D, c'est la moyenne. La moyenne du signal, c'est ça? La moyenne du signal. Alors, votre signal, il est donné ici. Voilà. Donc, vous voyez que vous avez votre signal, c'est 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Donc, vous avez tout ça. Et donc, ça correspond, donc, si vous voulez. Donc, vous voyez que 3A moins 3A, ça fait 0. A moins A, ça fait 0. Donc, la moyenne, c'est 0. Donc, normalement, c'est 3A plus A moins A sur c'est ça la moyenne. Bien, vous l'appelez en espérance mathématique. Vous dites espérance mathématique. D'accord? Oui, c'est bon. Bon, je vous mets, puisque tout le monde se tait, je ne sais pas qui c'est qui suit ici. Bon, voilà donc ici, je vous donne la démarche à voir. Donc, vous voyez ici pour les réponses. Donc, vous avez, Pardon, monsieur, j'ai pas la série. Est-ce que je peux voir la question E et F? Je vais les prendre en photo. Allô? Allô, pardon, monsieur, on ne vous entend pas. désolé, maman, je n'ai pas pu vous écouter parce que j'étais un petit peu occupé là. Alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir? Allô? Allô? Ah non, non, c'est bon. J'ai trouvé la série, pardon.
Donc, si vous avez, normalement, vous avez les résultats sur cette feuille-là, donc vous pouvez tous avoir le document. Maintenant, je vais passer à la quatrième question. Donc, ici, dans la quatrième question, est-ce que tout le monde a compris là, ce que je viens de faire? On peut passer à la quatrième question? Allô? Oui, monsieur, oui. Alors, donc la quatrième question, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, on a donc une séquence des cas et on va appliquer les bits donc à l'entrée d'encodeur en ligne et on va donc obtenir S de T. Donc, alors, on vous demande de représenter S de T dans le cas du NRZ binaire, RZ50, Manchester, AMI, etc. Donc, bon, nous, on ne va pas s'amuser à faire tout ça, on va faire juste une RZ vestimentaire un petit peu, pour bien les RZ vestimentaire, comment ça marche après le reste, pour qu'il n'y ait pas un problème. Donc, alors, là, donc, vous voyez, dans ce cas-là, vous voyez votre signal. Alors, on a donc ici, j'ai pris sauf que j'ai pris un autre signal, donc c'est pas le même signal que j'ai pris, là, je me suis trompé. Donc, vous voyez, le signal qu'on a pris, c'est 1, 0, 0, 1, 1, 0. C'est celui, je crois que je l'ai pris du TP, donc c'est pas exactement ce signal qui est là. Donc, ici. Je vais essayer de corriger un peu. Donc, alors faites attention, le signal que j'ai donné en haut, ce n'est pas exactement le signal qu'on est en train de faire. Alors ici, j'ai donné, donc ça c'est pas ce signal, c'est donc ici c'est 1, 0, 0, donc 1, 1 et 0. Donc il ne faut pas regarder ce signal, il faut regarder 1, 0, 0, donc c'est ce que je vous ai donné en bas. D'accord? Est-ce que tout le monde a vu la correction que je viens de faire? Oui. Oui, monsieur. Donc, alors, vous voyez que donc si vous regardez la représentation en bas, donc je vais dans la correction, là, et vous voyez comment ça marche. Donc, vous voyez quand vous regardez comme ça, tout de suite, vous comprenez ce que fait le codage. Donc, vous voyez que le signal SDT codé NRZ à niveau symétrique, vous voyez sa forme, comment elle est. Et maintenant, si vous revenez sur votre RZ 50% unipolaire, vous voyez que la forme elle est complètement différente. Donc, c'est pour ça, quand on fait des... Alors, voilà le code. Est-ce que tout le monde a vu comment on fait le NRZ, RZ 50% et le code Manchester? Voilà le code Manchester, comment il est. Donc, vous voyez que selon que vous choisissez un code, la forme de votre signal SDT est différente. Donc, c'est cette différence qu'on cherche pour pouvoir adapter notre signal à notre canal de transmission. Alors, code famille était là. Oui. Pardon, monsieur. Oui. Pour le code AMI, pourquoi pour le bit 1, des fois c'est A et des fois c'est moins A? Et parce que
il faut regarder la définition du code AMI. Le code AMI, il est comme ça, c'est-à-dire que vous allez en alternance. Une fois, il prend la valeur et l'autre fois, il ne prend pas la valeur, il prend l'autre valeur. C'est la définition qui est comme ça. Ah, d'accord, merci. Alors, donc ici, vous voyez, c'est une autre séquence donc, dans laquelle nous avons ici 0, 1, 0, 0, 0. Alors, donc ça, c'est la question, c'est un autre code. Donc ici, vous voyez comment c'est une autre séquence. Donc, voilà. Bon, maintenant, ça, c'est juste pour voir un peu. Allez, maintenant, on va passer à l'exercice numéro 5. Donc, prenez l'exercice numéro 5, donc je ne suis pas obligé de... Alors, si tout le monde a terminé l'exercice numéro 4, vous avez pris, on va passer donc à l'exercice numéro 5. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, on n'arrive pas à retrouver l'exercice 5 dans la série que vous m'avez envoyée cette matinée. Qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé? L'exercice 5. Eh bien, il est devant vous, donc vous prenez. Je les mets en partage. Je ne sais pas, peut-être que j'ai pris un autre document que je vous ai envoyé. Normalement, il est. Donc, on a pris le cas particulier du RZ binaire. Et on a donc une séquence ici qui est 0, 1, 1, 0, 1. Donc, on va calculer les caractéristiques statiques, c'est-à-dire en fait la moyenne, MA, et la variance, sigma A. C'est tout. En fait, M. Terrain, pour mardi prochain, donc nous allons faire notre TD normalement alors, à la place du cours, à la place, pardon, des TP. Allô? Allô, monsieur. Oui, pourquoi, monsieur? Pourquoi le mardi? Je vous ai dit donc la semaine prochaine, ce sera une semaine présentielle. Ah oui. Donc, comme vous êtes en train de me dire que le mercredi, apparemment, vous avez un problème, là, vous m'avez dit que vous prenez qu'1 heure au lieu de 2.
Oui, monsieur, malheureusement, l'emploi du temps s'est chargé d'un coup. Genre, les enseignants des modules web et administration veulent leur part de l'emploi du temps. Voilà. Ah non, non, moi je prends la part de personne. Je reprends juste mon heure de mardi et vous prenez le mercredi si vous voulez. Ou bien si vous voulez me laisser le mercredi à la place du mardi, moi c'est mon horaire, hein. Je l'ai fait uniquement l'échange. J'ai terminé mes TP et je vais mettre les TD dedans. Ah, d'accord, monsieur. Parce que je n'ai pas avancé dans les TD, donc je vais avancer mes TD. Donc je prends. Si vous me laissez le mercredi qui m'a lieu, dire à tout le monde, dire un TD pour tout le monde. Si vous voulez reprendre le mercredi à ce moment-là, je viens en mardi et mardi, je fais les deux séances en parallèle avec Madame Meraska. Ah, d'accord, monsieur, d'accord. Normalement, donc j'essaye de libérer le mercredi. Ça nous Si vous arrange. libérez le mercredi, mardi, vous êtes libre avec moi. D'accord, monsieur. En tout cas, je vais effectuer des sondages. C'est pas juste mon Parce avis qu'il faut que qui je compte. fasse maintenant, il me reste la partie analogique qu'on va attaquer demain. Et la semaine prochaine, il faudra que je fasse quelques TD sur la partie analogique et continuer un peu sur la partie numérique parce qu'on n'a pas encore fait la modulation de phase, de fréquence, des exercices. On prend une séance Balak pour faire ça. Donc moi, j'avais programmé juste. Si vous m'enlevez, si vous m'enlevez, ça veut dire que je ne peux pas arriver au bout. D'accord, monsieur, d'accord. C'est bien noté. OK. D'accord. Ah, monsieur, si c'est le mardi, on va faire comment avec vos TP? Parce qu'on a TP web, votre TD et TIC. On a genre trois. On va faire comment avec les sous-groupes? Genre un sous-groupe IDER, un sous-groupe MEDH. ما فهمتش اش راك تقول لي. Monsieur, le mardi, on a des sous-groupes يقراو le TP Le web. mardi, c'est comme On on a a des sous-groupes. l'habitude de faire, c'est-à-dire le mardi, si on travaille le mardi, Oui. il y aura une G1 et G1-2, je crois, qui vont faire avec moi de 8h à 10h, et G2-2 et G1 oui, de 10h à midi. L'autre sous-groupe, il connaît la note TP. Voilà, Riyad, explique-lui bien que même l'emploi du temps, il a changé étant donné qu'on avait fini les TP et on a rajouté d'autres TP le mardi. Si vous avez rajouté les TP mardi, donc vous êtes occupé, donc gardons le mercredi. Et on n'aura pas de problème. Donc, si vous voulez encore prendre mercredi, je vous dis, moi, je reprends mon mardi, c'est tout. Moi, j'ai laissé le mardi parce que vous m'avez donné 2 heures le mercredi. Donc, si vous êtes libre de faire mardi ce que vous voulez. Mais si les heures de mercredi, ça ne marche pas. Il faut que je reprenne le mardi pour avancer mes TD, parce que les TD, vous voyez, nous n'avançons pas. Alors, la question que je vous pose, est-ce qu'il est, après les vacances, il y a encore il y a un temps pour continuer les cours, ou là, c'est terminé? On aura deux Non, semaines. non, On aura 2 semaines après les vacances. Et donc, s'il y a 2 semaines, c'est bon. C'est 2 semaines en présentiel ou là en ligne? Une semaine en ligne, je pense, une semaine en présentiel, ou bien les deux en ligne. Donc, la semaine en présentiel, c'est la semaine où on va faire juste comment on dit, on va faire des contrôles continus. Monsieur, je pense que ces 2 semaines seront en ligne. Parce que c'est indiqué dans l'emploi du temps des examens, des épreuves. Mais les semaines les épreuves distancielles. Donc, je pense pas que راح يجيبونا le présentiel alors que كاتبين des épreuves distancielles. D'accord, donc on verra bien, on va s'arranger en fonction de ça. D'accord, d'accord. J'ai pas compris. Du coup, l'interrogation, ça se fera pendant le présentiel. Si, l'interrogation, on peut la faire pendant le présentiel. Donc, il y aura une semaine de présentiel qui va. C'est la dernière obligé. semaine de présentiel, c'est pas la semaine prochaine. Ben, la semaine prochaine, c'est une semaine de présentiel, oui. Je pourrais, par exemple, faire un test le jeudi. Le jeudi prochain.
On verra. De toute façon, si je fais le test, c'est des choses qu'on vient de faire, hein, que ce que nous faisons, soit le cours, soit les choses que vous avez vues. C'est pour juste tester pour voir qui c'est qui est en train d'avancer de celui qui n'avance pas du tout. C'est tout. Il y a aussi même des questions qui peuvent prendre leur source d'information TP. Ce n'est pas un TP, mais des connaissances que vous avez réussi à avoir TP. Allez, continuons maintenant ça. Donc, alors, donc ici, vous voyez, hop, donc là, toujours avec mon stylo, il faut ici, il ne marche pas. Donc, alors, donc ici, je vous donne la solution de ce problème-là. Donc, voilà la correction que vous devez donc avoir donc ici. Alors, donc, pour ceux qui ne... Alors, est-ce que vous avez le partage avec vous? C'est bon? Oui. Donc, voilà le calcul de MA et de sigma A au carré. C'est des formules, donc vous voyez qu'il faut bien les assimiler. Alors, tout le monde a pris la solution, c'est bon? Allez, on passe au suivant. Alors, donc, dans l'exercice numéro 6, donc, vous voyez, on envoie donc la séquence de bits que vous avez là. Et toujours, donc, on regarde le NRZ, RZ, NRZ bipolaire, etc. Et donc, vous allez normalement, si vous avez fait le travail, voilà la solution de votre problème. Voilà, donc vous voyez l'horloge et vous voyez la donnée. Donc vous voyez que la donnée, elle appartient donc à une période de votre horloge. C'est bien que le 1 ici se tire. Donc, code Manchester, donc vous voyez comment il est défini. Alors, donc ici, ça c'est le code Manchester différentiel. Alors, l'exercice numéro 7, donc si vous avez tracé, ou bien si vous avez enregistré les résultats, vous pouvez, comme vous voulez. Allô? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, oui, monsieur, on est là. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez copié les écrans? Donc, je peux passer au septième, l'exercice numéro 7? Oui. Allez, donc,
Donc, voilà ce que dit l'exercice numéro 7. Donc, vous lisez, hein, ce qui... Alors, donc, la solution, je la donne tout de suite, comme ça vous permet d'avoir... Voilà. Donc, on veut générer un signal de type biphase, c'est-à-dire Manchester, dans lequel les bits A1 seront codés par un front descendant. Donc ici, on cherche une correspondance entre les bits et les symboles. Et une réponse impulsionnelle, j'ai fait de mise en forme permettant de générer ce signal. Donc, vous voyez, Pardon? Je pense qu'on ne vous entend pas, monsieur. On l'entend Ah. pas, effectivement. et maintenant, allô, Maintenant, c'est bon. ça va mieux? Oui. Bon, alors donc dans cet exercice, donc vous voyez que nous avons juste, c'est une application directe de ce qui a été fait au début. Donc vous voyez le mapping, comment il est fait. Donc ça veut dire à 0, on va correspondre moins V à 1 plus V. Donc on a donc ici le fil de mise en forme, donc il est donné de cette manière-là, donc le front descendant sur TS. Donc vous voyez que finalement, donc ça revient à dire que h de t multiplié par 1 lorsque vous avez un 0 et moins 1 h de t lorsque vous avez un 1. Donc ça c'est... Alors à ce moment-là, donc comment on va tracer le signal? Donc on va prendre le code, donc voilà la forme de l'onde, on va prendre le code. Donc vous voyez que ici, si vous lisez bien ce que j'ai écrit là en bas, ce code en ligne présente une transition de V à moins V à chaque temps symbole, ce qui peut faciliter la récupération d'horloge moyennant un traitement de détection évidemment des fronts de réception. Donc ici, on a fait exprès de dire lorsque c'est un plus ou bien c'est un moins, donc on peut le récupérer facilement au niveau de la réception. Alors, donc, ici, on vous dit déterminer la densité spectrale de puissance du signal biphase en supposant que les symboles émis sont indépendants et équiprobables. Les symboles sont indépendants, donc la fonction d'autocorrélation est nulle. Donc, c'est ce qu'on voulait. Donc, gamma A de F est égal à 0. Les symboles sont équiprobables, donc P0 égale P1 égale 0,5. Donc, vous reprenez les formules que nous avons faites tout à l'heure. Ces deux éléments là-dedans, et vous simplifiez donc. Vous pouvez donc déterminer la solution de ce problème. Vous arrivez donc, on avait vu donc la densité spectrale, les données donc par cette forme qui est ici. Donc vous voyez que c'est un sinus avec une amplitude. Donc vous voyez comment la forme, comment elle est. Donc en F0, donc donc que c'est pour la personne qui m'a posé la question tout à l'heure, donc vous voyez que le spectre, il n'y a pas de ré, donc ça veut dire que dans ce cas-là, la partie discrète, elle est nulle. Donc A égale 0, le spectre ne présente pas de partie discrète. Alors, donc on vous demande de comparer ce signal qu'on vient de faire, identifier quels pourraient être ses avantages et ses
C'est-à-dire par rapport au qu'est-ce qu'il y a comme avantage, qu'est-ce qu'il y a. Donc ici, vous voyez la réponse, il y a la même efficacité en NRZ égale plus ou moins V, meilleure efficacité spectrale pour le NRZ, du support de type câble. Donc, ça veut dire que si vous avez utilisé un câble pour transmettre le signal, donc il vaut mieux. On vous entend pas. Bon. Donc, je vous disais, je vous ai mis en rouge ici la comparaison. Elle est en rouge, donc vous lisez simplement. Donc, donc, elle a la même efficacité en puissance. Dans le cas où NRZ, évidemment, prend les valeurs plus V et moins V. Donc, meilleure efficacité spectrale pour le NRZ. Donc, le NRZ il a une meilleure spectrale. Alors, vous connaissez la formule de l'efficacité spectrale, non? Par contre, il y a avantage du biphase sur support de type câble. Pardon, monsieur, est-ce que vous pouvez répéter le dernier point? Je n'ai pas bien entendu. Le dernier point, il y a un avantage du biphase par rapport au NRZ. Pourquoi? Parce que si dans le cas où la transmission se fait sur un câble, sur le support du type câble. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'à la fréquence, qu'est-ce que ça veut dire que peu de puissance en zéro? Ça veut dire qu'à zéro ici, ça veut dire que votre composante continue est presque nulle. Il n'y a pas de tension à la fréquence zéro. Ce qui est intéressant dans le cas, évidemment, d'un câble, puisque le câble, lui, il consomme de l'énergie. Donc, si vous mettez peu de puissance à la fréquence zéro, vous perdez moins d'énergie dans la transmission. Alors, dans l'exercice numéro 8, alors ici on parle du code AMI. C'est un code donc, en ligne permettant de transmettre une séquence de symboles binaires, alpha K. Rebrancher parce qu'il y a un moment ça s'est coupé, donc je viens de relancer. Oui. Alors, donc, l'exercice numéro 8, donc, c'est le code AMI. Donc, vous voyez comment il est défini ici. Donc, si vous avez vu la définition, donc 0 lorsque alpha K égale à 0, plus ou moins V lorsque alpha K égale à 1. Donc, c'est alterné. Donc, une fois, il prend V, une fois, il prend moins V lorsque les 1 vient à la queue leu, les uns derrière les autres. Alors, on vous demande de représenter le signal x de t pour la séquence qui est là. Alors, donc, est-ce que vous voyez un petit peu comment elle est cette séquence? Donc, vous avez un 0. Donc, si vous avez un 0, donc ça veut dire que alpha égale 0. Donc, ça veut dire que vous êtes à 0. Maintenant, alpha égale à 1, ça veut dire que vous êtes à plus V. Encore 0, donc si vous êtes à 0, donc vous êtes à 0. Il y a 1 qui va arriver ici, vous étiez tout à l'heure plus V, donc on va devenir à moins V, etc. Donc est-ce que vous avez compris? Oui. Donc vous faites tracez un peu la figure là pour au moins voir si vous arrivez à le faire. Après, je vous donne la définition. D'accord.
Alors, si vous avez tracé, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc voilà ce que vous allez trouver. Donc, vous voyez que c'est... alors ici, évidemment, c'est un autre... C'est pas la même séquence, non? C'est pas la même séquence, non, parce que l'autre séquence, elle commence ici. Bon, j'ai ajouté un 1 ici. Donc, vous voyez que lorsqu'on a 1, on est à plus V. Maintenant, il y a un qui suit, d'après la définition, donc c'est moins V, puisqu'on va alterner entre plus V et moins V. Maintenant, quand c'est un 0, eh bien, j'ai 0. Il y a un qui va venir. Alors, c'était moins V. Maintenant, le suivant, c'est plus V. Vous comprenez ça? Après, donc, il y a un 0 qui va venir, je tente à 0. À 0. Tant que c'est 0, c'est 0. Donc, ça ne change pas. Et quand je rencontre un 1, ici vous voyez un 1, je regarde le 1 précédent. Si c'est un plus V, je vais mettre moins V. Si c'était un moins V, je mettrai un plus V. Donc vous voyez que par exemple ici, j'ai donc V, le moins V, et il y a un 1 qui vient après. Eh bien, ce ne sera pas la même chose. Ce sera donc j'alterne, je mets plus V. Donc vous voyez comment vous allez obtenir le spectre, le signal que vous allez coder ici, codage bipolaire. D'accord? Est-ce que vous avez compris comment on a trouvé le signal à partir de cette séquence? Bon, on peut mettre n'importe quelle séquence. L'essentiel, c'est que la séquence soit donc conforme au codage. Est-ce que vous avez compris ou là? Oui, c'est clair. C'est clair. Donc, on va y aller. Maintenant, vous voyez, on va dire représenter le signal excité pour la séquence 0, 1, 0, 1. Donc, c'est une autre séquence. Bon, là, vous pouvez le faire. Quelle est la rapidité de modulation, le débit binaire? Donc, on sait que ici, il est binaire. Si c'est binaire, donc ça veut dire R égale 1 sur T égale B. On sait que S de T, souvenez-vous, bon, ici on a mis G au lieu de mettre H, mais c'est la même chose. Sigma de AK, G de T moins KTS, ça c'est le signal émis. Donc, G de T, donc c'est votre signal ici, vous voyez, elle a la fonction V et elle dure T. Donc, la durée de votre T. Quelles sont les valeurs prises par Pardon, les... monsieur. Oui. Alors, pourquoi on a choisi V positif? Le G, vous parlez... Dans la représentation de G, pourquoi on a choisi V positif? Pourquoi on en met... Ben, on aurait pu le mettre, c'est pas un problème, c'est la forme de ce signal. Après, vous voyez le AK qui est là? C'est lui qui va prendre le plus 1 et le moins 1. C'est lui qui va soit l'inverser, soit la mettre. Et en fonction, ça c'est G toute seule. Après, il y a le AK qui va inverser. Quand c'est AK égale à 0, c'est une valeur. Quand AK égale à 1, c'est une autre valeur. Donc, c'est le AK qui va nous donner la forme de notre signal. Et vous l'avez ici. G de T, c'est la forme générale pour les deux. Le G de T, il est négatif ou positif en fonction de AK, parce que le AK va venir ici. Vous voyez ma souris? Oui, c'est clair, c'est bon. Donc, quels sont les symboles AK? D'ailleurs, c'est la question qui vient juste après. Quelle est la valence du code? Donc, AK appartient à l'alphabet. Donc, ici, vous voyez, il prend moins 1, 0 et 1. Donc, alors, on a les valeurs qui vont devenir en fonction de AK. Quand AK égale 0, eh ben, on aura 0. 0 fois G, c'est 0. Donc, ici, la valence, donc vous avez 1, 2, 3. Donc, vous avez la valence qui est égale à 3. Alors, donc, on vous donne la valeur. Ici, la figure 1 représente la DSP du signal codé AMI.
Donc, vous voyez bien que, en fait, c'est un sinus cardinal. Donc, vous voyez les lobes secondaires qui sont là et qui se et en se dirigeant vers l'infini, le niveau diminue. Mais, donc, vous voyez que à partir de 0, il n'y a rien. Donc à 0, ici, la puissance elle est pratiquement nulle. Le SS de F est nul. Le SF est maximum à cette valeur ici. Hein, et là. Donc, vous voyez très bien que, en fait, la bande, c'est de 0 à 1 sur T. Donc ici, 1 sur T, 2 sur T, 3 sur T, N sur T, etc. C'est-à-dire, c'est le meilleur pour le câble. Donc ici, celui-là, il est plus intéressant. Il est plus intéressant, pourquoi? Parce que vous avez donc ici le 1 sur T qui est ici, là, et vous avez aussi la puissance maximum qui est ici. Donc ça veut dire que le signal qui est là, et il ne va pas perdre sa composante continue si dans le circuit où il passe, il y aurait un transformateur. S'il y avait une puissance à 0, cette puissance à 0, lorsque dans le circuit il y a un transfert, cette puissance elle est bloquée par le transfert. Il ne va pas le laisser passer. Donc il y aura, si vous voulez, il faut reconstruire le signal continu par la suite, c'est-à-dire laisser passer la variation et reconstruire le signal, ce qui demande évidemment plus de. Et ça va coûter plus cher, etc. C'est faisable, mais c'est moins facile. Alors, donc, en se basant sur l'étude de cette représentation, quel est l'avantage du code AMI sur le code NRZ? Vous voyez, c'est votre question. Donc, pour quel type de canal physique le code AMI est-il particulièrement adapté? Toutes les données d'entrée possibles du codeur, le spectre de puissance correspondant à NRZ des données spécifiées par. Donc ici, vous voyez, donc, on va regarder un peu ensemble. Donc, vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Donc, vous voyez que si on reprend, donc vous voyez ça, c'est donc ça c'est le NRZ. Donc vous voyez le NRZ comment il est à 0. Donc vous avez le maximum qui est à 0. Et vous avez ici ce qui est nul, c'est à 2. C'est-à-dire que c'est les paires, les fréquences paires. Donc le spectre de puissance est donc concentré autour de la fréquence nulle. Intuitivement, une longue suite de 0 ou de 1 génère un signal de période très grande, infini en théorie, donc la fréquence très petite, nulle en théorie. Les supports se comportant comme des filtres, passe-bandes, coupent généralement les basses fréquences. Le signal n'est donc pas bien adapté au support, il sera donc très mal transmis. Donc, vous voyez, bon, moi, plus facilement, on a essayé d'expliquer un peu les choses. Effectivement, vous avez ici la partie qui est vers le 0 qui est très importante. Donc, dans les circuits où vous faites passer votre. Il y a toujours des transports qui bloquent la composante continue. Donc, si elle bloque la composante continue, c'est grave. Pourquoi? Parce que il y a la puissance la plus. Il n'y a pas de son. Ah, parce que vous. Et là. Allô? Ça va, ça revient. Mais il est. Oui, et peut-être un peu plus. Donc, oui, il y a quelqu'un qui vous. Je crois. Je vous écoute. Nos exercices. Normalement, le meilleur code, c'est le AMI, après Manchester, et puis le NRZ. C'est ça? Oui, mais maintenant, ceci dit, on va voir par la suite que si on prend le NRZ, par exemple, on peut l'améliorer en le filtrant, en choisissant un bon filtre derrière.
C'est ce que nous avons fait dans le... Je ne sais pas si vous vous souvenez, en TP, lorsqu'on a pris le DSM, après on a dit, tiens, si maintenant on a NRZ, maintenant si on le filtre avec Gauss, cosinus ou Butterworth, comment il va devenir ce signal? Souvenez-vous, on a fait ce TP. Donc on avait vu que le filtre peut donc améliorer la forme du signal. Et donc, d'ailleurs, en DSM, c'est ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont choisi Gauss. Ils ont fait ça, G. Hein? Oui. Voilà. Donc, bon, là, la suite, c'est exactement la même chose que nous avons déjà fait tout à l'heure. Donc, vous voyez, en se basant sur donc, ici la représentation temporelle. Donc, c'est à peu près la formule de Bennett, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est pas la peine de s'entendre ici. Donc, vous voyez, c'est le même calcul là, que vous A, sigma A, donc, si vous savez calculer, calculer ça, donc, il n'y a pas de problème. Bon, aujourd'hui, je vais arrêter mon TD maintenant. Je pensais que je pensais avoir encore au moins une séance comme ça là pour refaire la modulation de phase et de fréquence, un TP dans lequel on parlera que de fréquence, que de modulation de phase, un TD, hein, un TD, mais bon, maintenant, c'est à vous de voir. Si vous gardez le mercredi, comme on en a l'habitude à 13h, en présentiel ou bien en ligne, ce n'est pas un problème. Les jours présentiels, eh ben, on fera en présentiel. C'est pas, à ce moment-là, ça me permettrait de vous expliquer sur BTV un peu plus la modulation de fréquence et la modulation de phase. Maintenant, c'est à vous de voir. Vous me contactez. Si vous voyez que vous voulez faire autre chose le mercredi, à ce moment-là, il faudra prévoir que le mardi, tant pis, la personne qui a pris la journée de mardi, ben, il a besoin, donc on va l'évacuer.